C'est un acte aujourd'hui d'investissement qui a du sens. Et il faut accompagner les opérateurs. Il faut qu'on ait des chefs d'entreprise qui continuent à faire du logement, à développer nos villes, à les rendre meilleurs au niveau énergétique, etc. Il faut qu'on ait tout ça. Si vous ne les soutenez pas, à un moment, on aura une vraie crise. Et là, on va être vraiment embêté quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, je suis ravi de vous accueillir encore une fois cette semaine sur Money Tree. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde Iclanzan. Mathilde, c'est la directrice générale de WeSeed et WeSeed, c'est un des leaders en France sur le monde du financement participatif, à savoir plus communément les plateformes de crowdfunding. Donc on va parler avec Mathilde évidemment du marché du crowdfunding, comment il se comporte aujourd'hui. On sait que c'est la crise un peu sur l'immobilier. Alors si on allume la télé, c'est même pas la peine. On a l'impression qu'il se passe plus rien, que c'est la fin du monde et que plus aucun bien ne se vend, ne se construit, etc. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Vous savez que moi je suis dans l'immobilier toute la journée et aujourd'hui, nous, pour le coup, on ne se plaint pas, on fait quand même des affaires, etc. Donc évidemment, c'est plus compliqué qu'il y a quelques années, mais c'est pas pour autant qu'il ne se passe absolument rien. Voilà. Et donc, Mathilde va nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du crowdfunding, parce que c'est finalement le crowdfunding une conséquence du marché immobilier et du comportement du marché immobilier. Donc effectivement, en tout cas, le crowdfunding paye les conséquences de tout ça, ça c'est clair. Et donc ces plateformes-là le payent aussi. Mais on verra qu'il y a quand même des opportunités aujourd'hui à saisir. On verra que les rémunérations sont quand même très bonnes, que les taux de défaut ne sont pas si importants que ça finalement, et que de toute façon, évidemment, ça reste un investissement et que tout investissement comporte évidemment des risques. On n'est pas là pour donner des conseils d'investissement, vous le savez, mais par contre, on est là pour partager des expériences, des visions, des expertises, des parcours. Et justement, en matière de parcours, en matière aussi de vision, on va écouter Mathilde sur un sujet plus perso, plus pro, perso-pro, un peu les deux. J'ai essayé de la questionner aussi sur comment elle vivait cette situation actuellement. Parce que oui, une entreprise vit une situation, mais c'est souvent finalement un prisme économique, mais il y a un prisme humain derrière tout ça. Il y a des gens qui travaillent, il y a des équipes qui sont là, qui subissent aussi des fluctuations de marché, qui subissent des crises, qui subissent des périodes fastes. Et comment on peut traverser tout ça quand on est dirigeant d'entreprise, qui plus est actionnaire aussi de WeSeed. Voilà, donc je remercie Mathilde d'avoir échangé avec moi pendant 3 quarts d'heure sur le sujet du crowdfunding. C'est une personne que j'apprécie beaucoup et j'espère aussi que vous apprécierez l'épisode autant que je l'apprécie moi. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Laissez un avis, partagez cet épisode autour de vous et puis je vous retrouve très très vite pour un prochain épisode sur Money Tree, votre podcast gratuit pour tout ce qui est finances personnelles, investissement et bien sûr immobilier. À bientôt. Ciao, ciao. Salut Mathilde. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. Et oui, ouais. On est... Disons qu'il y a... Comment dire, depuis 18 mois, là, on est dans une belle tempête. Mais ça va bien. Ouais, j'imagine. Tu vas m'en parler de ça dans l'épisode. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te demande de l'actualité du crowdfunding, de l'actualité du marché immobilier de manière générale, parce que c'est ça aussi qui vous impacte directement, finalement. Peut-être que ça serait intéressant que tu te présentes aux oreilles des auditrices et des auditeurs. Allez, on y va. Donc, moi, je suis Mathilde Iclanzan. J'ai 44 ans, je suis toulousaine d'origine, j'ai 4 enfants et j'ai l'immense honneur de diriger WeSeed depuis 2019, aux côtés donc de Nicolas Serres. WeSeed qui est donc une plateforme de financement participatif créée en 2009 à l'initiative de Thierry Merkel et de Nicolas Serres, qui fait donc du financement participatif, à dominante essentiellement sur l'immobilier, mais on propose aussi des produits d'investissement dans des startups, dans de l'innovation, dans les ENR, dans la santé. On a mobilisé à date plus de 520 millions d'euros sur plus de 1100 projets. On est une entreprise rentable, on est à peu près 40 salariés qui sont dans toute la France, mais essentiellement donc une grande partie sur Toulouse, sur les fonctions principales, et ensuite des managers en fait, qui viennent d'être recrutés sur Paris, et donc on a un bureau à Paris aussi. Okay. Voilà. Donc je navigue entre Toulouse et Paris une semaine sur 2. Ok. Nicolas Serres, d'ailleurs, que j'avais reçu sur le podcast au tout début du podcast, c'était il y a à peu près 2 ans. Donc si vous qui nous écoutez, vous allez tout début du podcast, il faut scroller pas mal parce qu'il y a eu quand même quasiment 200 épisodes depuis. Et qu'il y a un parcours et un regard sur la vie qui est passionnant. Oui.
très inspirant. Et à l'époque, justement, quand il a fondé WeSeed, donc c'était vraiment très start-up. C'était du crowd equity. C'était du crowd equity. Complètement. Voilà, pas du tout de crowdfunding immobilier qui aujourd'hui tracte quand même pas mal le marché. En tout cas, oui, c'est la locomotive du financement participatif, en tout cas jusqu'à maintenant. On voit un regain quand même depuis 2 ans du crowd equity. Donc évidemment, WeSeed en bénéficie puisque l'année dernière, on a quand même fait des belles performances et on va continuer cette année. Mais oui, globalement, quand même, le secteur du financement participatif financé vraiment par la foule, parce qu'il faut faire attention à la définition, est essentiellement tracté par l'immobilier. Et on va en reparler. Tu peux justement nous donner la différence entre le crowd equity et le crowdfunding immobilier ? Oui, alors le crowd equity, c'est investir en actions dans des startups ou des PME pour en devenir actionnaire. Donc on investit dans des secteurs. Alors chez WeSeed, par exemple, vous investissez essentiellement dans la santé, dans la transition énergétique et dans tout ce qui est innovation et tech. Donc ce sont des entreprises que l'on sélectionne, on négocie la valorisation, le pacte d'actionnaires, etc. Et on propose en fait à des investisseurs de devenir actionnaires de l'entreprise. Et donc vous allez la suivre pendant 5 à 7 ans. La maturité est un petit peu plus longue qu'en immobilier. Et vous allez donc être actionnaire. Vous allez recevoir des reportings tous les 3 mois. Et l'idée pour le dirigeant d'entreprise qui cherche à se faire financer, c'est de créer autour de lui une communauté, de créer pour lui un réseau d'affaires. Parce que quand on est actionnaire et qu'on a mis un peu d'argent dans une société, forcément, on s'engage à ses côtés. Donc, il n'y a pas seulement l'apport de fonds. L'avantage du crowdfunding, c'est aussi que vous créez autour de vous des ambassadeurs, des relais qui, autour de vous, en fait, vous aident. Et rompre aujourd'hui la solitude du dirigeant, qui est quand même le point central, surtout actuellement, c'est un point essentiel. Voilà. Donc nous, on croit en la puissance et à la force en fait de ce qu'on appelle donc le crowd equity comme étant. Après, ça marche très bien en tout début de vie d'une start-up. Il faut savoir qu'à un moment, par contre, il faut qu'on lâche et il faut que ce soit un fonds industriel ou un fonds d'investissement en fait, qui investisse et qui apporte des ressources différentes. On essaye de suivre sur toute la vie de l'entreprise, mais globalement, on est surtout là au début, ce qu'on appelle en pré-seed ou en seed ou en amorçage. Après, on peut être là sur des séries A, des séries B, mais globalement, on est surtout là pour de l'amorçage. Donc là, ça veut dire que quand tu investis en période d'amorçage, en tant qu'investisseur, là je me positionne, tu investis pour combien d'années à peu près ? C'est quoi les moyennes ? Alors 5-7 ans. Okay. Ça, c'était la théorie il y a 5-7 ans encore. Après, il faut quand même reconnaître que 2020 a laissé des traces, que alors même si l'argent a coulé à flot et que les valos se sont envolés, globalement, il y a quand même eu des retards de sortie. Donc aujourd'hui, ça y est, on commence vraiment depuis 2 ans à embrayer des sorties. On a de très beaux TRI, mais c'est vrai qu'on ne remerciera jamais assez nos investisseurs d'avoir été patients parce qu'on n'a pas toujours pu sortir au bout de 5-7 ans. Même si on avait des clauses de sortie, même si on les active, même si tous les 3 mois on contacte les dirigeants, c'est pas d'une baguette magique qu'on retrouve des investisseurs, le bon investisseur qui va vous aider à passer la marche et qui va vous permettre de vous développer. Donc voilà, il faut quand même être patient. C'est un investissement de patience. Okay. C'est pas je fais un coup, j'investis et dans 2 ans je jump et je sors. Ça marchera pas comme ça. L'immobilier, c'est différent. Donc c'est là où le crowdfunding immobilier, c'est une autre vision. C'est-à-dire que vous allez accompagner pendant 18 à 24 mois un opérateur immobilier, un promoteur ou un marchand de biens qui a besoin de fonds propres. Comme vous, quand vous achetez un appartement, la banque va vous demander des fonds propres. Donc en général, les banques les opérateurs les avancent, ils les ont. Simplement, les laisser immobiliser pendant 2 ans, le temps que l'opération se fasse, à un moment, en fait, ça les pénalise dans leur croissance. Donc, ils viennent nous voir et donc on les accompagne sur cette partie de fonds propres. Donc, on ne finance pas 100% des fonds propres, bien évidemment, mais pour autant, on les accompagne de manière à ce qu'ils puissent, malgré tout, assurer leur développement et pas mobiliser. 80% des fonds propres, à peu près ? Oui, 80% des fonds propres, sachant que les fonds propres demandés, c'est essentiellement 20% à peu près du projet. Exactement. Okay. Et après, il nous arrive sur des marchands de biens, par contre, de plus en plus, avec des rapports d'expertise et des rapports d'expertise sur le bien. On va suivre jusqu'à 70 à 80%. Et là, s'il n'y a pas de banque, on peut suivre en hypothèque premier rang. Okay. Et on assure en fait 70 à 80%. Donc là, on se substitue à la banque et on apporte les fonds qui sont nécessaires pour l'acquisition. On demande toujours à l'opérateur globalement de s'aligner avec nous, parce qu'on pense que quand même s'il y met des fonds, forcément, il aura intérêt à ce que l'opération sorte. Donc
Voilà, donc on va jusqu'à à peu près 70% du prix de vente de l'actif. Et ça, on le fait de plus en plus aujourd'hui, sous des biais, avec des hypothèques de premier rang ou des fiducies qui font que quand même à un moment, s'il y a une difficulté, on peut, en tant que représentant de la masse des obligataires, avoir une influence sur la sortie de l'actif. Et saisir, donc en l'occurrence, si c'est une hypothèque de premier rang. Si on peut éviter, on évite. Maintenant, quand on n'a plus le choix, on le fait. Mais c'est rare, mais ça arrive qu'on le fasse, oui, tout à fait. Donc, pour résumer, crowdfunding, je suis marchand de biens, par exemple, je veux me faire financer, soit j'ai le choix entre me faire financer en crowdfunding mes fonds propres, donc 80% des fonds propres que je vais mettre dans l'opération, ou maintenant, vous financez aussi. Oui. Pour que tout soit clair, vous financez aussi jusqu'à 70% de l'opération, évidemment dépendamment du pédigré, j'imagine, du marchand de biens, dépendamment de la qualité du projet. Alors oui, c'est-à-dire il y a tout un process. C'est pas je me lance dans l'immobilier et j'ai besoin de financer un appartement que je vais mettre en Airbnb. Nous, on finance vraiment des professionnels de l'immobilier. Donc on va vous demander d'abord d'avoir une société, pas vraiment une SARL, parce que je rappelle qu'on ne peut pas émettre des obligations sur des SARL et les SARL ne peuvent pas se porter caution non plus sur un emprunt. Donc, il faut monter une SAS. Ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer, c'est important de le dire parce qu'on se retrouve encore aujourd'hui pas mal bloqué. Donc, il faut monter une SAS. Ce sera une SAS qui va acquérir en fait l'actif. Voilà, donc on va vous accompagner. Par contre, on va vous demander en effet d'avoir un petit track record, d'avoir un peu une expérience dans l'immobilier. Si avant vous étiez kinésithérapeute, j'ai rien contre les kinésithérapeutes. Ça fait du bien, la kiné. Non, c'est vachement bien, surtout quand on fait des travaux. Maintenant, non, on va vous demander d'être un professionnel reconnu comme tel, et ça, on va vérifier. Voilà, que vous ayez au moins 2 bilans clôturés. Et quand même des garanties qui puissent nous permettre d'être sûrs que vous êtes compétent pour pouvoir développer cette activité-là. C'est une règle légale, ça d'ailleurs de bilan clôturé pour émettre des obligations pour une entreprise, non ? Alors, sauf si tu sollicites un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports qui va te faire une évaluation de l'actif et du passif. Donc, on peut passer par des attestations particulières. Mais oui, globalement, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'expérience. Donc ça, c'est côté, on va dire, porteur du projet, opérateur. Oui. Et après, côté investisseur, parce que vous, finalement, votre challenge chez WeSeed, c'est à la fois d'avoir des opérateurs et à la fois d'avoir des investisseurs pour financer ces opérateurs. Et vous faites le lien entre les deux. C'est ça. C'est toute la difficulté de notre métier. C'est-à-dire que non seulement il faut sourcer des bons projets, il faut les structurer. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la structuration est un vrai enjeu. On commence à vraiment bénéficier d'un retour d'expérience de 15 ans. Donc forcément, on ne fait plus les erreurs du débutant parce qu'à l'époque, le crowdfunding n'existait pas. Donc je pense que beaucoup de plateformes se sont lancées un peu, alors même si c'était des professionnels de l'immobilier, mais certainement sans y mettre forcément les bonnes garanties. Donc aujourd'hui, je dirais que franchement, moi je pense qu'un jour je vais passer un doctorat en sûreté et en garantie réelle parce que ça y est, maintenant on est vraiment bien rodé. Voilà, donc le challenge pour nous c'est ça, c'est-à-dire qu'on source un bon projet, on le structure, on le passe en comité d'engagement. Il faut savoir qu'on a des experts, donc il faut convaincre ces experts pour valider le projet. Ensuite, on monte le dossier, on va mettre en place toutes les sûretés, etc. Et puis, un nouveau travail recommence à zéro, puisque maintenant, il va falloir aller convaincre les investisseurs particuliers et qui sont de plus en plus aguerris quand même sur le sujet. Aujourd'hui, à l'époque, on avait des investisseurs qui connaissaient un peu ou pas grand-chose ou qui venaient parce qu'on leur avait recommandé les plateformes de financement participatif. Maintenant, et d'autant plus avec la crise qui est quand même bien présente depuis 12-18 mois, ils sont devenus très aguerris, donc ils nous posent des questions. Donc, on n'a pas intérêt à se louper. Et on se loupe rarement. Donc, ça, c'est bien. Mais voilà, après, il faut lever les fonds. Et c'est là où il faut convaincre. Et ça met à peu près... Alors, dans les bonnes années, on mettait maximum 24 heures pour lever jusqu'à 2 millions d'euros. Aujourd'hui, 1 ou 2 millions d'euros, on va mettre à peu près 2 semaines, 2-3 semaines. C'est quand même... Après, il y a beaucoup de plateformes qui se sont Oui, il y a plus de concurrence, créées. C'est sûr, Il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a aussi des nouvelles formes d'investissement aujourd'hui par les cryptos, et puis des fonds de dette qui se sont pas mal démocratisés et retailisés, comme on dit, dans notre jargon professionnel. Mais donc forcément, il y a la concurrence. Et puis en ce moment, il y a une sorte d'attentisme aussi où forcément, les gens font attention. Donc les tickets sont un petit peu moindres. Voilà. Mais pour autant, à chaque fois qu'on met un projet en ligne, on le collecte. Voilà. La seule chose qui varie, c'est la durée. Mais on a une telle sélection en fait, des projets que de toutes les façons, s'il est en ligne, c'est que quelque part, on l'a cadré. Voilà. C'est quoi le rendement qu'on peut attendre aujourd'hui sur un projet Alors avant, à 8-10%, on arrivait facilement à lever. Aujourd'hui, entre 10 et 12%, sinon on n'y arrive pas. Le prix de l'argent est un petit peu plus élevé. Et encore,
Je suis un peu hyper transparente, mais globalement, je trouve que par rapport à l'époque où on levait entre 8 et 10%, vous aviez une prime de risque qui était donc de 8 ou 10%, puisque les taux étaient quasiment nuls, ou enfin très très faibles, voire même des fois négatifs, les taux. Oui. Les taux. Donc en fait, votre prime de risque, c'était notre taux, quoi. Voilà, encore une fois, le crowdfunding, il y a des risques. Je crois qu'on le dit pas suffisamment. Mais dans l'immobilier, c'est un secteur à risque. Totalement. Donc, on voit bien qu'à partir du moment où vous avez un petit bout de sable qui commence à se mettre dans les rouages, que ce soit un taux d'inflation que vous ne maîtrisez pas, une crise internationale sur laquelle WICID n'a aucun effet. Moi, la guerre en Ukraine, j'ai aucun effet. Les problématiques de commercialisation, les problématiques d'obtention de crédit de la part des particuliers, d'obtention des financements des opérateurs immobiliers. Je n'ai pas d'effet. Ce sont ce qu'on appelle des facteurs exogènes. Et ça, c'est pas WICID aujourd'hui ou les plateformes de crowdfunding. J'imagine qu'on en parlera après de la situation actuellement. Mais globalement, c'est pas les plateformes qui ont provoqué une crise aujourd'hui. Bien au contraire. On est juste... Alors, j'aime pas le mot victime parce que je n'aime pas la victimisation et je pense qu'on est tous maîtres de nos destins et de nos choix et de nos responsabilités. Donc, là n'est pas le sujet. Mais par contre... on est en train de subir, comme l'ensemble des opérateurs immobiliers, comme même l'ensemble des entreprises, quand même une période dont on tirera beaucoup d'enseignements, je pense. Justement, tu as vu que si je résume, vous êtes plus une conséquence qu'une cause. Enfin, du coup, vous subissez plus les conséquences d'en être la cause au départ. Est-ce que tu as vu à partir de quand ça? Est-ce qu'il y a eu une inertie, comme sur vraiment l'immobilier en fait, est-ce que vous avez vécu la même inertie que sur le marché immobilier? C'est-à-dire que, tu vois, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'inflation, etc. Mais l'immobilier a toujours un temps de retard. Et on a fait 30% de croissance globalement sur l'ensemble de nos secteurs l'année dernière. On a commencé 2023 ou 2022 2023, on a fait 98 millions de levées à peu près, de montants levés. Donc, on a quasiment atteint les 100 millions. Et on n'avait jamais fait une telle performance. Sur des dossiers, je rappelle, encore un très sélectionné. Par contre, à partir de l'été dernier, on a commencé à sentir quand même que la majorité beaucoup d'emprunts qu'on devait rembourser, les opérateurs nous appelaient en nous disant « là, je suis scotché, je n'arrive pas à commercialiser ». Ou alors, je ne sais pas si c'est une expression que tout le monde peut comprendre, mais je suis obligé de vendre 4 fois mon appartement ou mon lot avant de le vendre. En fait, il y a 4 fois... En fait, tu as 4 fois des réservations, 4 fois des annulations de réservations, 4 fois des compromis. Et la majorité des opérateurs que je rencontre aujourd'hui me disent, avant, je vendais une fois, ça partait. Il n'y a pas de casse, quoi. Maintenant, je vends 4 fois pour vendre une fois. Et, oui. Et donc, toi, pendant ce temps-là, tu portes ton projet, tu portes tes frais intercalaires. Et que ce soit l'opérateur ou que ce soit nous, en fait, on porte et donc on accompagne en fait, l'opérateur dans cette période-là en essayant évidemment de trouver des sûretés, des garanties réelles par ailleurs. Après, vous avez des opérateurs, tout le monde ne s'appelle pas Bouygues ou Nexity, donc on peut pas trouver des actifs partout comme ça. Donc on négocie avec lui. Alors, souvent le reproche que peuvent nous faire des investisseurs en nous disant « mais je comprends pas, vous activez pas les garanties immédiatement, la caution, il faut saisir la maison de l'opérateur ». C'est pas si simple que ça. En fait, oui, sur le papier, ça paraît simple. Il faudrait, et souvent on active les garanties, bien entendu, on les prolonge. Maintenant, envoyer au tapis un opérateur, c'est envoyer les investisseurs au tapis. Est-ce que l'économie, d'une manière générale, est-ce que l'opérateur et est-ce que l'investisseur, en fait, toute la chaîne, entre guillemets, de l'immobilier, aura quelque chose à y gagner? Ou est-ce qu'on n'a pas intérêt? Nous, on a quand même plus de 350 dossiers en cours. On a recruté des juristes, des avocats, on a des cabinets avec nous, on a des huissiers qu'on a intégrés. Donc, on a vraiment une task force dédiée à ça et sur des effets, mais qui sont du passé, qui sont sur des dossiers qu'on a financés il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je ne parle pas des dossiers aujourd'hui. De toute façon, c'est facile. Les dossiers qui sortent aujourd'hui sont soit commercialisés à quasi 100%, complètement sécurisés, ou on prend une hypothèque. Et de toute façon, la valo, je vais la challenger 4 fois. Donc, en fait, les dossiers qui sortent aujourd'hui, la prime de 10-12%, alors évidemment, il y a toujours des risques et il y en aura toujours, mais globalement, les dossiers qui sortent aujourd'hui, honnêtement, on les travaille tellement dans tous les sens que... Tu veux dire qu'aujourd'hui, vous êtes quand même plus regardant qu'avant ?
En fait, on était déjà regardant, mais on était dans une économie qui n'était pas bloquée à ce point-là. On a personne, je pense, alors sauf évidemment tous les catastrophistes, mais qui prédisent de toute façon les déluges tous les 4 matins. Non, mais il y en a des comme ça, et tant mieux. Ouais. Mais globalement... C'est pas eux qui montreront leur argent chez toi ou ailleurs. De toute façon, oui, c'est ça. Et dans tous les cas, on repose sur une économie de la confiance. Ouais. Et on a quand même tous intérêt à croire dans nos pays, dans notre économie. On a tous intérêt à y croire. Donc... non, on était très regardants, mais on était dans une économie où, en fait, l'argent tourne, l'argent roule, l'opérateur, il rembourse, il réinvestit, la banque, elle prête, elle est remboursée, tout le monde y gagne au milieu, ça tourne, en fait. Il y a des investisseurs, ils investissent dans des actifs, ils les revendent. On est dans jusqu'à il y a 18 mois, l'économie, elle tourne. Oui. Donc, et tout d'un coup, à partir donc, de l'été dernier, on commence à sentir ça. À partir de septembre, là, ça devient, en effet, on continue à rediscuter, à vraiment être autour de la table. Et là, on remarque que depuis décembre, janvier, alors on continue à rembourser, hein, bien évidemment. Je crois que le mois dernier, on a remboursé 4 millions. Ce mois-ci, on va rembourser 6 millions. Donc, globalement, ça tourne et on continue à rembourser. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui sur les opérateurs immobiliers, qu'on a plutôt intérêt à les accompagner. Et... autre chose qui est pas simple dans le crowdfunding immobilier, c'est, comme tu le disais, on s'adresse à des investisseurs particuliers qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Donc, ils comprennent très bien la manière dont on structure les dossiers, qui comprennent très bien même les risques, parce qu'on les explique de long en large, ils sont écrits partout. Mais pour autant, il y a une chose qui aujourd'hui est pour moi une vraie problématique et qui est liée au crowd. C'est le fait que vous avez en France des processus de mise sous mandat, vous savez. Tu as des procédures collectives, en fait, oui. Avant de passer en redressement, ou de passer en liquidation, tu peux te mettre sous période d'observation auprès du tribunal de commerce. Procédure de sauvegarde? Oui. Enfin, ou mandat ad hoc. Ouais. Ce sont des super procédures qu'on a en France. Honnêtement, c'est des procédures et les chefs d'entreprise... ça prouve à quel point ils ne sont pas dans le déni. Justement, ils affrontent la crise, ils se mettent sous sauvegarde, ça veut dire qu'ils gèlent leurs dettes et leurs encours. Ça veut dire que justement, tout le monde se met autour de la table et se met à discuter. C'est un super processus qui existe en France et on a de la chance d'avoir des tribunaux du commerce qui nous permettent de faire ça. Et dans les périodes de crise aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que si un opérateur ne le fait pas, c'est qu'il est dans le déni, c'est-à-dire qu'il est couché dans son lit ou sur son canapé et qu'il attend. S'il est en difficulté, je parle. Oui. Alors que justement, c'est comme dans une situation... alors qu'aujourd'hui, il y a des moyens justement de travailler tout ça. Le problème, qui n'est pas un problème, c'est que ces procédures, elles sont confidentielles. Et elles mèneront au succès dans 95% des cas. On trouvera une solution et tout le monde sera remboursé. Quand tu dis confidentiel, ça veut dire que tu ne peux pas communiquer auprès des investisseurs, exactement, notamment, etc. Et je ne peux pas le dire aux investisseurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai des investisseurs qui nous mettent des avis ou qui nous envoient des messages, etc. À vous et à d'autres plateformes, d'ailleurs. À nous, à toutes les plateformes. Et encore, là, on parle du modèle du crowdfunding. On fait un effort de... Vraiment, on a complètement repris en main, puisque depuis l'été dernier, la communication, donc on est plus proactif qu'en réaction. On essaye d'informer. Après, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses sur lesquelles c'est légal. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, il y a une sorte de malentendu entre des investisseurs qui vous disent « oui, si, ils font rien. » Eh, mon gars, si tu savais tout ce qu'on fait, mais on peut juste pas te le dire. Voilà, c'est juste ça qui est aujourd'hui dans ce truc-là. Voilà, c'est un peu compliqué. Justement, comment tu vois, toi, donc on a parlé là de quand ça a tourné, tu m'as dit été, septembre, ça a commencé un peu déjà à se faire sentir. Aujourd'hui, est-ce que tu sens un petit renouveau, un regain un peu d'espoir les pour opérateurs avec lesquels je travaille et que je rencontre régulièrement, notamment les promoteurs, me disent on est au même niveau de visite. Alors, on en est à se raccrocher à pas grand-chose, mais on est au même niveau de visite qu'en 2022. Bon, c'est concret, ça veut dire que c'est bien. C'est concret. Alors qu'on a passé janvier, février, mars à attendre le téléphone qui sonne. Donc là, déjà, les visites reprennent. Donc ça, c'est pas mal. Il y a eu une petite correction des taux. Il y a eu une petite correction, il y en aura sûrement une deuxième. Donc il est possible que ça reparte. Mais là où quand même, moi, je suis en colère, c'est quand même que tout ça pour ça, quoi. Enfin, personne n'a bougé. On a l'impression que la crise immobilière, en fait, on s'en aperçoit pas. Mais il y a une telle casse aujourd'hui. Je parle même pas des promoteurs ou des opérateurs parce que globalement, voilà, au lieu de sortir sur 18 mois, on va sortir sur 36 et tout le monde récupère à ses fonds et voilà, pas de problème. Et la très grande majorité de nos projets, si on arrive à un taux de défaut de 2%, honnêtement... On va en parler de ça, du taux de défaut du marché, un peu, pour qu'on se rende compte. Oui, alors après, je ne peux pas parler pour mes concurrents, mes confrères, mais globalement,
Bon, moi, à peu près, si je fais un état des lieux aujourd'hui, je vais arriver à quoi, 2% de taux de défaut. La majorité des banques, elles sont à bien plus que ça. Sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est pas l'argent des particuliers. Oui. Donc, on a l'impression que tout d'un coup, c'est juste qu'on est dans une phase où le crowdfunding commence à arriver à maturité. Il a explosé depuis 2019-2020. Donc, forcément, aujourd'hui, c'est un marché qui est devenu mature. Et en plus, il y a une crise immobilière. Donc, forcément, on a un double effet qui se coule. Et on est dans un pays, je rebondis sur ce que tu disais, et tu es très bien placé pour le savoir, on est dans un pays où on protège énormément le particulier par rapport à un professionnel. Et je trouve qu'il y a une énorme différence entre de protection, justement, et de lois et d'obligations, etc., et de contraintes pour toutes les entreprises à partir du moment où on s'adresse à un particulier. Oui, tout à fait. Après, tant mieux. Moi, c'est ce qui m'anime aussi au quotidien. C'est-à-dire que c'est important pour moi de me regarder dans la glace tous les matins. Et quand tu mobilises l'épargne des particuliers, c'est normal de faire œuvre de transparence et de rigueur. Je suis d'accord. Tout ça. Mais est-ce qu'un mec qui met 100 000 par an chez toi, en tant que particulier, il peut être considéré comme un investisseur particulier au même titre que la mamie qui va mettre 1 000 € dans une assurance vie, tu vois ? Non, après, j'essaie pour autant de considérer tout le monde pareil. Mais je te rejoins. La problématique pour moi aujourd'hui, elle est surtout qu'on n'a pas anticipé du tout cette crise, qu'on a l'impression que tout le monde la regarde passer sans se rendre compte. Et derrière, au-delà des opérateurs, c'est toutes les entreprises de travaux qui sont en train de s'effondrer. Et c'est tout un savoir-faire. Il va y avoir des milliers de gens qui vont se retrouver au chômage. Qui se retrouvent déjà au chômage, mais surtout derrière, il va y avoir une crise du logement, parce qu'en fait, on ne suit pas la démographie et les besoins. C'est un peu l'incohérence actuelle, d'ailleurs. C'est qu'on a besoin de logements, on est obligé de stopper des logements parce qu'il y a plus, c'est plus liquide à la sortie. Donc, même les opérateurs rendent les permis. Ouais. Non, je veux dire, moi, j'étais au CIMI en décembre, la majorité des opérateurs que je rencontrais, ils me disaient mais il y en a tout. On était prêts à signer le foncier, on a dépensé énormément d'argent en termes de géomètres, d'architectes, les fouilles, les trucs, les bidules, on a tout fait. Ouais. Mais en fait, tu sais quoi, on va les rendre parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sûr de les vendre. C'est ça. Donc, plutôt que de prendre le risque de perdre des fonds, mais tous ces logements-là, on va les faire quand ? Le problème, c'est quand la machine va redémarrer, elle va redémarrer, c'est sûr. Parce que de toute façon... L'immobilier, c'est cyclique, ça. On l'a toujours su. Oui, historiquement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, il n'y a pas de sujet. Enfin, je vois pas. Ou alors vraiment, il y a une troisième guerre mondiale. Mais enfin, je pense pas. La seule chose qui a changé, c'est qu'en fait, la crise maintenant, les crises sont plus rapprochées et on le sent bien depuis 2020. Ça, pour le coup, maintenant, on a tous bien compris qu'on n'était plus du tout dans le même monde. Ça va très vite. Ça va très vite et l'amplitude est un peu plus grande. Voilà. Donc à nous, après, en tant que dirigeants, en tant que professionnels de l'immobilier, de toujours anticiper. Je me souviens toujours les vieux opérateurs qui ont un certain âge vous disent que quand vous êtes un opérateur immobilier, ça c'est un conseil que j'ai reçu et qui je trouve vaut la peine d'être transmis, c'est qu'en fait les bonnes années on met de côté, c'est comme dans un ménage en fait, les bonnes années on met de côté pour les périodes de crise, parce qu'en immobilier on sait très bien qu'il va y en avoir et que c'est toujours mieux d'être... Voilà. Donc on ne dépense pas à tort et à travers les bonnes années et on garde pour les mauvaises années. Mais lui c'est un vieux sage qui t'a dit ça, mais tu as tous les gens qui se sont lancés du fait notamment de l'argent gratuit, de cette période qu'on a vécue pendant 3-4 ans, qui était quand même assez qui était anormale, clairement sur le marché immobilier. Oui, parce que des taux négatifs, parce que il y avait et puis les prix c'était délirant. Et quand tu compares, c'est le même cas pour les agents immobiliers, parce que ça va avec tout. Enfin, comme tu dis, c'est en cascade. Ça va pareil pour les agents immobiliers. Non, mais jusqu'aux cuisinistes. Jusqu'aux cuisinistes, mais à tout. Mais tout le monde. Tu le dis, les artisans, le mec qui vend le parquet, tout le monde. Mais je reprends l'agent immobilier. Et le notaire. Et les notaires. Il y a des notaires qui ferment aussi. Il y a des études qui ferment, des notaires qui licencient. Voilà. Parce que ceux qui étaient très axés immobilier, effectivement, eux, ils prennent la foudre. Et on va pas se mentir, l'immobilier tracte quand même pas mal de business chez les notaires. En soi. Il n'y a pas que la succession, il n'y a pas que du contrat, des divorces. Voilà. Donc, mais effectivement, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont été un peu floués sur le niveau de leurs compétences du fait que c'était facile. Et donc, du coup, quand tu sors de ça, de cette période, que ça devient plus difficile et que tu compares à des années où finalement tu as été bon parce que le marché a été favorable, du coup c'est difficile, tu vois, je pense. Et c'est là qu'il y a de la casse. Voilà. Et pour les vieux sages dont tu parlais, qui donnent des conseils, eux qui l'anticipent, qui le savent très bien, ils savent qu'effectivement tu peux pas tout flamber, tu peux pas tout réinvestir quand tu fais beaucoup de cash pendant ces années-là. Et puis souvent, alors je vais pas défendre l'indéfendable, mais souvent on se dit les promoteurs ou les opérateurs, ça reste quand même une partie de la population un peu... pas bling-bling, mais en fait, on a tendance à avoir un regard, une image. Alors, surtout les marchands de biens, alors là, c'était terrible. Sauf que, franchement, quand vous regardez un peu ce métier-là, et je pense que ce sont les personnes qui vont nous écouter,
il faut être un peu fou pour faire de l'immobilier. Ouais. Je ne parle pas de celui qui achète des immeubles et qui les revend 6 mois après. C'est pas ça dont je parle. Le vrai, le promoteur. Quand on se rend compte des normes, quand on se rend compte de ce que c'est de gérer des entreprises de travaux, quand on se rend compte de ce que c'est de gérer des PLU, des admis. Mais moi, je leur tire mon chapeau. Les délais, la patience. Et puis ensuite, allez, on va faire la commercialisation. Ah, mais le gars n'est pas content. Ah oui, mais il faut lever les réserves. Juste quand vous regardez toute la chaîne de la promotion immobilière, franchement, il faut être un peu givré pour le faire. Mais pour sortir des marges qui sont quand même relativement faibles. Oui, qui sont entre 10 et 15%, mais il faut faire manger tout le monde. Enfin, faut que l'entreprise, elle tourne, qu'elle se développe, que vous ayez des projets tout le temps en prospection, de recherche de foncier, de négociation. C'est un métier à 360 degrés. Enfin, moi, je trouve ça admirable. Honnêtement, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je n'avais pas cette notion-là. Aujourd'hui, quand je vois tout ça, je me dis, mais ce sont des gens... ils sont admirables. Et c'est normal qu'ils gagnent correctement leur vie. Mais je pense que les gens pensent qu'un promoteur fait beaucoup plus que 10 ou 15% de marge. Ah non, il ne fait pas plus. Mais je pense que les gens pensent ça. Oui. En soi, non. Un promoteur Alors, après, tourne il a des entre frais de 10 et 15%. gestion, il a des honoraires de gestion, il a des honoraires techniques, mais c'est surtout qu'il fait du volume. Mais, il fait du volume, mais il prend des risques à chaque fois. C'est des grosses valeurs, mais des petites proportions. Ouais, et mais il prend des risques à chaque fois. Enfin, c'est chaque opération, et moi je le vois aujourd'hui, on est quand même à leur côté. On est évidemment dans la défense de nos investisseurs en tout premier lieu et en top priorité. Mais quand même, on n'est pas là non plus pour asmater l'ensemble du secteur de la promotion immobilière et des marchands de biens. Et je suis sûre que tous les dirigeants des plateformes ont la même logique que moi. Donc, j'entends les reproches. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire en 2024, c'est on a clairement resserré. De toute façon, on a quand même moins de dossiers qui arrivent, mais ceux qui arrivent sont quand même beaucoup plus quali. On va passer la vague. On travaille. C'est ce que je dis aux équipes. On travaille. Et tôt ou tard, en fait, nos investisseurs, ils verront les fruits de tout ça. On n'a pas le droit de tout dire. Mais ce que je sais, c'est que les équipes sont là tout le temps, qu'on a recruté des gens hyper compétents, qu'on a complété. Aujourd'hui, on travaille main dans la main et c'est sûr, on bénéficiera de toute cette surcharge de travail qu'on est en train de vivre depuis un an, un peu plus d'un an. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur toi et comment toi tu le vis personnellement. Comment tu vis cette période. Ça fait combien de temps que tu es chez WeSeed ? 5 ans. 5 ans. Donc, tu as vécu cette période. Tu es arrivé dans une période où c'était pleine bourre. Aujourd'hui, tu dois gérer cette crise, qui en est une, clairement. Comment tu le vis ? Niveau perso, niveau pro, avec les équipes, comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que petit à petit, depuis 5 ans, je me suis constitué l'équipe que j'aime. Donc, aujourd'hui, je ne me sens pas seule. J'ai quand même des gens qui sont là autour de moi. Alors, je ne dis pas qu'on vit une lune de miel tous les matins. Je trouve ça quand même assez difficile. Je ne peux pas dire que mes nuits soient parfaites parce que je crois que j'ai un sentiment de responsabilité, une conscience professionnelle qui fait que pour mes investisseurs, pour chaque personne, en fait, dans le respect des 15 ans de WeSeed, où chaque investisseur qui est venu a confiance en nous, cette responsabilité, elle est lourde. Et à la fois, c'est celle qui me réveille tous les matins et qui fait que tous les matins, je trouve l'énergie pour aller me battre. Et quand il faut que je descende moi-même sur les dossiers, j'y vais, avec les équipes évidemment, mais j'y vais. Parce que je veux défendre chaque euro, chaque centime jusqu'au bout. Et donc ça, sur ça, je ne lâcherai pas. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe maintenant qui est quand même bien, qui commence à être aguerrie. Et puis après, moi, je considère que si tous les jours, j'apprends quelque chose, et ça, je parle au niveau personnel, tant que je continue à apprendre quelque chose, tous les jours, j'apprends. Et ça, c'est la priorité pour moi. C'est peut-être... Alors après, la loyauté, c'est la deuxième priorité dans ma vie professionnelle. Et là, en ce moment, j'apprends tellement et je suis sûre que je sortirai complètement changée de cette période. Mais vraiment. J'ai toujours eu des métiers dans lesquels il a fallu s'engager, s'impliquer. Puis de toute façon, moi, je ne sais pas faire autrement que de m'impliquer à 300%, pardon. Je ne sais pas faire autrement que de bosser 20 heures par jour. Donc, j'ai comme ça depuis 25 ans. Donc, ça ne changera jamais. C'est ce qui m'anime. Et je ne renonce à rien, ni ma vie perso, ni ma vie pro, ni ma vie familiale, ni rien. Je ne renonce à rien. Ce sont des choix que j'ai faits et je les assume complètement. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends ? Et dans 2 ans, 3 ans, quand je me retournerai, je ne pourrais pas m'empêcher d'être fière quand même du chemin parcouru parce que vraiment, on a pris les choses telles qu'elles... à la bonne mesure, on a mis en place ce qu'il fallait faire. Voilà. Après, il y a des choses que je maîtrise.
je me concentre sur ce que je maîtrise et sur ce que j'arrive à contrôler. Sur le reste, voilà, j'ai appris à prendre un peu plus de hauteur, quoi. Est-ce que tu penses que justement dans 2 ans, 3 ans, tu vas sortir de cette période, donc tu vas sortir plus riche, hein, tu viens de le dire en tout cas, mais est-ce que tu vas sortir aussi cramé, un peu fatigué, brûlé, tu penses? Ouais, possible. Hein. Possible. Bon, après, tu sais, moi j'ai fait de l'audit, j'ai fait des métiers toujours un peu où finalement ce mode commando, ça me va bien, moi. Ouais. C'est peut-être que dans ma personnalité, c'est ce qui me convient le mieux. Je pense que un métier dans lequel il n'y aurait pas ces périodes-là, en fait, je crois que je m'ennuierais très vite. Je m'ennuie très vite si jamais. Donc, pour l'instant, non. Après, je pense que oui, j'ai de l'âge qui commence à tourner quand même. Non, mais c'est oui, c'est l'âge de manière intrinsèque. À la limite, c'est pas vraiment important, mais on voit que effectivement, plus on avance dans la vie, plus on vieillit entre guillemets, ou plus on grandit et plus on vieillit. Et plus je trouve que c'est difficile, tu vois, d'accepter des choses, de gérer les conflits. Tu vois, quand t'as 25 ans, 30 ans, tu te lèves le matin, t'es entrepreneur, il y a une merde, ok, tu trouves une solution, c'est limite un challenge. Quand t'enchaînes conflit sur conflit, tu vois, je trouve que ça commence à être difficile. Oui, après, c'est dans ces moments-là qu'on va chercher les meilleures ressources au fond de soi et quelque part qu'on en tire aussi une sorte de, pas de fierté, le mot est trop fort, mais une sorte de confiance en soi. Et puis après, tu sais quoi, plus on vieillit, par contre, mieux on se connaît. Clairement. Et moins on concilie la chèvre et le chou, en fait. Vrai. Au début, moi, j'étais très conciliante sur plein de choses. Maintenant... Tu veux dire, tu deviens un peu moins politique, t'arrondis un peu moins les angles, tu vas plus droit au but. Ça veut pas dire que je suis pas respectueuse toujours et en adoration... et en admiration face aux gens qui m'entourent. De toute façon, je ne sais travailler qu'avec des gens que j'admire, donc voilà. Mais par contre, et j'arrive toujours à trouver chez chaque personne en fait une force ou une faiblesse qui m'attendrit et qui me plaît et qui me fait dire que la personne vaut vraiment la peine, de toute façon, d'une manière générale. Mais globalement, enfin voilà, globalement, je sais que oui, j'en ressortirai sûrement plus forte. Après, il y a des matins où je me réveille, Ouais, c'est compliqué. Mais je trouve, voilà. Mais par contre, oui, je fais de moins en moins de sacrifices en fait sur ce que je veux, quoi. Je sais maintenant, je sais l'exprimer. Je passais beaucoup plus de l'explicite à l'implicite à l'explicite, voilà. Ok. Très clair. T'es au capital aujourd'hui de WeSeed ? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ça te donne une motivation supplémentaire aussi, même si j'imagine que tu avais quand même cette motivation en mode, on va dire, intrapreneur. Mais là, on peut te considérer comme un entrepreneur à part entière, puisque du coup, tu es au capital de WeSeed. Donc, tu as aussi ces intérêts-là. Ouais, tu le fais aussi pour toi. Ce qui m'anime le plus, c'est... Tu sais, il y a une phrase... moi, j'aime beaucoup les États-Unis et j'aime bien y aller régulièrement parce qu'à chaque fois, ça me donne une boule d'énergie incroyable. Et tu sais, il y a cette petite image d'une femme, tu sais, c'est une image des femmes qui ont repris en fait l'industrie américaine quand les maris sont partis à la guerre. Ouais. Et tu sais, c'est cette image avec We Did It. Ouais. Tu vois, cette américaine que tu vois sur la carte postale We Did It. Et en fait, j'ai toujours cette carte quelque part. Ça fait 15 ans, 20 ans que j'ai cette carte. Et cette carte postale. Et ce qui m'anime aujourd'hui, plus que l'argent, plus que tout ça, d'abord, c'est les rencontres que j'arrive à faire au quotidien. C'est tout ce que j'apprends. Et c'est peut-être l'espoir d'un jour me retourner et me dire « Ah, il est dead ». Ok, je vois très bien. Ça, c'est plus important pour moi que le reste. Du travail accompli. Ça, j'ai accompli quelque chose. J'ai 4 enfants, je vais les mener jusqu'au bout. Ils sont bien partis, je tiens le truc. Voilà, je tiens la barre sur ça. Enfin, pas toute seule, mais je tiens la barre. Et pareil, je me dis un jour, je me retournerai peut-être le lendemain matin de leur mariage ou d'une célébration professionnelle, peu importe. Voilà. Et je me dirais, ça, je l'ai fait. Voilà. Eux, je les ai amenés jusqu'au port. Et ce que j'aimerais, c'est me retourner un jour sur WeSeed et me dire « Ah, il est dead ». Et tu arrives justement à célébrer ? Tu arrives où tu te dis « Ok, en fait, c'est la normalité d'atteindre mes objectifs ». Ouais, non, je suis très exigeante envers moi-même. Ouais, c'est compliqué, ça, je trouve, de profiter, tu vois, d'apprécier le moment. J'ai une lucidité qui fait que j'arrive à célébrer et j'arrive à être dans la gratitude et dans le remerciement, notamment vis-à-vis des équipes, parce que souvent, je suis étonnée. De moi-même, ça dépend. Il y a des soirs où je rentre, je suis dans ma voiture, j'ai toujours ce petit sas dans ma voiture, je mets la musique à fond. Il y a des jours où, franchement, je pourrais tout exploser tellement je suis contente de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai avancé, etc.
Maintenant, j'ai toujours cette forme de lucidité qui fait que je suis une insatisfaite permanente, quoi. Mais c'est ce qui me fait avancer aussi. Et j'espère être plutôt dans la lucidité, tu vois, de moi-même, de mes forces et mes faiblesses, quoi. Mais c'est pas dur pour l'entourage ? Ah si, ça doit être la galère. Non, mais moi, ça doit être un enfer. C'est ça la difficulté. Je crois que c'est ça la difficulté, c'est que si on le célèbre pas nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas envie de le faire et qu'on n'a pas le besoin forcément de le faire. Mais peut-être que des gens qui nous entourent ont des fois envie qu'on célèbre aussi des succès, parce que pour eux, ça devient un succès atypique, anormal, exceptionnel. Et peut-être que pour toi, effectivement, ce n'est que la normalité. Et à la fois, ce qui est surprenant, c'est je m'attache aux détails des choses et aux détails de la vie. Donc, c'est pas que j'aime parler de moi, mais... Non, mais c'est important, je pense qu'on en parle. C'est un regard, un sourire, une simple parole, un simple SMS qui va me rendre plus heureuse que le fait d'avoir fait 100 millions d'euros l'année dernière. Ouais. Tu vois, c'est plus quand j'ai une stagiaire que j'ai peu vue parce qu'elle ne m'est pas directement rattachée, parce que j'ai pas eu la chance de travailler avec directement, etc., qui, au moment où elle vient, où elle s'en va le dernier jour, et qui rentre dans mon bureau, et qui s'assoit et qui me dit, voilà, avant de partir, je voulais vous dire merci d'être ce que vous êtes, merci d'être une femme, merci de nous représenter, merci de tout ce que vous nous inspirez. Et ben, en fait, ça... It made my day, it made my week, it made my month. Tu vois, juste ça, en fait, ça me suffit. Voilà, ça traduit une forte intelligence émotionnelle chez toi, je pense. Je sais pas. Non, mais c'est ça. Et c'est plus important pour moi que tout le reste, en fait, tu vois. C'est plus de me dire, un jour, cette fille-là, je l'aurai marquée et elle s'en souviendra. Parce que moi, j'ai des gens qui m'ont marquée toute ma vie. Ouais. J'ai toujours été inspirée par des gens et je n'ai grandi que par les gens qui m'ont inspirée. Que ça a été mes managers, des collègues de travail ou des personnes tierces, en fait, qui n'étaient pas forcément dans ma vie professionnelle, qui m'ont inspiré, qui m'ont fait grandir. Et c'est ça qui compte. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre à nos enfants et à nos jeunes aujourd'hui, c'est choisissez des rôles modèles. Tombez pas dans la caricature de « je suis une femme, je vais chercher une femme ». On s'en fout, au contraire, inspirez-vous des hommes. Et ne prenez pas les Marseillais et les ch'tis à Cancun et les influenceurs, s'il vous plaît. ça c'est sûr. Même si dans chaque parcours... je suis pas une fan de Jul, mais tu vois, je lisais l'autre jour, je me dis, quand même, ok, c'est pas mon modèle à moi, mais il a réalisé des trucs. Il y en a plein des gens comme ça. Et tirez le maximum profit de tout ça, même des fois des gens que vous n'auriez pas imaginé parce qu'ils n'ont pas le physique pour, ou parce que comme ça, parce que c'est pas évident. Mais en fait, allez chercher au fond, mais même n'importe qui, en fait. Tout le monde a des failures, tout le monde a quelque chose à raconter. Ils le savent peut-être même déjà des fois. C'est vrai. Et aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, la médiatisation est quand même plus importante de gens qui travaillent on sublime des gens qui n'auraient pas forcément besoin. Effectivement, c'est à double tranchant. T'as des gens qui, effectivement, sont là, mais en fait, en soi, il y a que de la forme, mais il n'y a pas de fond. Et il y a des gens qui avaient énormément de fond et qui ne le partageaient jamais parce qu'ils n'avaient pas la forme, pas les outils, etc., et qui, aujourd'hui, sont quand même mis en avant. Et ça aide. Mais le plus dur, je trouve, c'est faire la part des choses pour justement les gens qui ne sont pas qualifiés à la base sur ces sujets-là. Voilà, et ça, c'est les méandres du web, malheureusement. Ça, c'est les avantages et ses inconvénients. Mais c'est là où il faut développer sa sensibilité et pas hésiter à l'exprimer de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé aussi de dire à des gens qui, je pense, ne s'y attendaient pas des choses. Au contraire, il faut valoriser ce qui est valorisable et le dire aussi, s'exprimer. Totalement. Moi, je dis souvent, je préfère les actes plutôt que les paroles, que ce soit en amour, en amitié ou autre chose, en fait, tout simplement. Et des fois... moi, si j'aime quelqu'un, je vais lui dire. Si j'aime quelqu'un, je vais dire que je suis admirative de quelqu'un, je vais lui dire. Et je pense que ça vaut plus que tout, quoi. Clairement. Voilà. Clairement. Ça remplit pas le frigo, mais c'est important. Mais c'est important. Pour ce qui est de remplir le frigo, donc on peut aller sur WeSeed.com. Exactement. On peut créer un compte très facilement. On peut investir à partir de 100 €, si je ne dis pas de bêtises. 100 €, voilà. Exactement. Alors, je le précise quand même. Moi, je ne fais plus trop de crowdfunding. Pas pour des raisons. Je le faisais déjà avant que le marché... Je le faisais déjà plus trop avant que le marché se retourne parce que j'ai d'autres projets de vie, etc. et que j'ai besoin de liquidité. Mais j'ai beaucoup investi chez WeSeed. J'ai toujours été très satisfait, je le dis. C'est pas de la pub ou quoi que ce soit. Tu m'as pas payé pour ça, donc je le dis. Tu sais, la très grande majorité de nos investisseurs, ils ont compris ce qu'on leur disait depuis le début. Un bon portefeuille de crowdfunding, c'est un portefeuille diversifié. Tout à fait. Jamais on ne met, je dis toujours ça, l'héritage de mamie sur un projet. Si vous avez 10 000 € à placer, 20 000 €, vous mettez 10 fois 1 000 € ou 20 fois 1 000 €. Ouais. Et
Si un opérateur au milieu se retrouve en difficulté et que vous êtes obligé pendant des mois d'attendre en fait, qu'il vous rembourse, voire même qu'un jour prendre le risque qu'il ne vous rembourse pas avec une prime de risque que de toute façon vous connaissez dès le début, ce sera quasiment neutre, ce sera invisible sur votre portefeuille. Donc voilà, moi vraiment c'est important, il faut diversifier au maximum. Les basiques. On en revient toujours pareil, hein. L'immobilier, l'emplacement, si pas d'emplacement, pas de liquidité, c'est basique. Ouais, mais tu vois, ça m'est arrivé d'avoir à échanger avec des investisseurs. Alors, on est vigilant, on a des signaux d'alerte quand même sur les tickets minimums par rapport à ce que les gens déclarent en fait être en capacité de payer. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle un KYC. Oui, donc, et puis surtout, on a un questionnaire de connaissance de l'investisseur. Donc, c'est vrai que si vous nous dites, moi j'ai des revenus, je dis n'importe quoi, de 5 000 € par mois, et que tout d'un coup, on va voir arriver un ticket de 100 000 €, on va vous appeler. Parce qu'on va être sûr que vous ne soyez pas trompé, on va être sûr que vous ayez bien compris, etc. Déjà, d'où vient l'argent ? Oui, on va forcément demander l'origine des fonds parce qu'on est soumis à la loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et par ailleurs, on va vous interpeller quand même sur le fait que, OK, le rendement sera 12%. Donc, si vous mettez 100 000, vous allez gagner 12 000 €, ce qui est très attractif. Mais le mieux, c'est quand même de mettre 50 fois 2000 ou des projets, on en a suffisamment, on en a tout le temps. Faut y aller. Faut y aller, mais il faut y aller par décimalisation. Ok. Voilà. On revient juste avant de finir sur le taux de défaut du marché, parce que tu es quand même assez impliqué dans le marché du crowdfunding. Oui, je suis vice-présidente de FPF, qui est l'association professionnelle du crowdfunding. Du financement participatif. Oui, du financement participatif. Donc, tu as une vision, j'imagine, statistique sur le marché. Alors, j'ai plus qu'une vision statistique parce qu'on a mis en place depuis 2-3 ans ce qu'on appelle une liste noire, c'est du B2B, une liste noire des opérateurs. Donc, on partage entre plateformes, on collabore tous ensemble justement sur... on a tous conscience qu'on est tous dans le même bateau, que si l'un d'entre nous dérape, ça peut porter un préjudice en fait sur l'ensemble de la profession. Je pense qu'aucun de mes collègues n'ont envie de ça. Donc, on est quand même tous très conscients de ça. Et donc, on a un fichier qu'on partage. Et évidemment, chaque comité d'engagement, on vérifie sur le fichier que l'opérateur soit pas en défaut de paiement ou en retard de paiement sur une autre plateforme. Donc ça, je pense que cet esprit collaboratif, c'est très bien qu'on l'ait poussé jusque-là et c'était une très, très bonne initiative. Après, on s'appelle. Moi, j'appelle tout le temps. On a un site qui s'appelle Eolo Crowdfunding sur lequel aussi, c'est une manne d'informations sur les opérateurs. Il ne faut pas hésiter à y aller pour on le mettra vérifier. dans la description. Oui, il faut le mettre parce que c'est un site qui fait très bien son travail. Vous avez Argent et Salaire aussi qui est un bon... Voilà, c'est un blogueur, lui, c'est ça ? Oui, c'est un blogueur. Je le vois passer sur LinkedIn. Sturkenbaum ou Patrick, oui, c'est ça. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher les informations un peu à droite, à gauche. Voilà. Taux de défaut du marché ? Alors, taux de défaut. Alors, actuellement, on a entre 15 et 20% de retard sur nos opérations, avec certaines... Tu parles des tiennes ou tu parles du marché au général ? Ouais, nous, on est autour de 15% aujourd'hui. C'est du retard, c'est pas du défaut, c'est du retard. Voilà. Mais ce qui n'est pas anormal compte tenu de la conjoncture, la situation économique. Non, au contraire. Les délais rallongent, les autorisations de financement rallongent, etc. Voilà. Après, je pense qu'on finira. Là, j'ai fait une évaluation. Honnêtement, on a 20 millions de dossiers. Donc, sur les 400 millions qu'on a fait en immobilier, on a à peu près 20 millions de dossiers sur lesquels on est en laisse courte, comme je dis tout le temps. C'est-à-dire qu'on les tient et on a des reportings tous les mois. Donc, ça fait 5%. Voilà. Et au global, pour moi, on finira à peu près entre 8 et 10 millions. Je pense qu'on récupère à peu près 50%. Ok. Voilà. Après, donc sachant 2%, que chaque 2%, procédure est longue, donc les investisseurs nous disent des fois, là, c'est long. C'est long, mais oui, mais vaut mieux que ce soit long et que justice, tu récupères ton capital aussi à la fin. Donc, après, c'est aussi les délais de la justice. Moi, j'en suis pas responsable. Il suffit pas que je claque des doigts, j'envoie une lettre à l'opérateur et il va pas me faire un virement dans les 48 heures. Donc voilà, les délais de la justice. D'autant que, comme tu le disais, il y a quand même tout un process avant, il y a de la médiation, il y a des accords transactionnels qui peuvent être faits, etc. Et c'est que vraiment au bout du bout, quand il n'y a plus d'autres solutions, que tu vas faire appel. Par contre, si on s'aperçoit que l'opérateur, à un moment, n'est pas honnête, n'est pas transparent, ou est dans le déni, là, j'asmate. Complet. Là, c'est ce que je dis tout le temps aux opérateurs. À partir du moment où vous répondez au téléphone, à partir du moment où vous m'envoyez des reportings, à partir du moment où on est dans un dialogue, où vous ne me la faites pas à l'envers, ça se passera bien. Par contre, le jour où vous me la faites à l'envers, là, je vous asmate. Donc ne faites pas chier Mathilde. Non, mais je défends mes investisseurs. Mais bien sûr, tu as bien raison. Non, mais j'ai aucun doute sur le fait que tu es bien investi pour tout le monde. Ok, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir ?
Non, oui, j'ai l'impression qu'on a parlé que de la crise et qu'on n'a pas donné d'espoir, alors qu'en fait, l'immobilier, comme on l'a dit, voilà, ça redémarrera. On est de plus en plus professionnels, on est entouré de professionnels. Globalement, ça reste un investissement qui est rentable, qui porte du sens. C'est nos villes de demain, c'est nos habitations de demain. Les situations familiales sont en train de changer, les contraintes énergétiques aussi. Il y a besoin de réaménager nos villes. On a besoin des investisseurs particuliers sur les projets immobiliers pour accompagner les opérateurs. C'est d'utilité plus que publique. Oui. Voilà. Loger les gens, c'est la base. Dans la pyramide de Maslow, c'est la première chose. Donc, être en sécurité. Donc, c'est un métier qui porte du sens, c'est un métier qui porte des valeurs. Et il ne faut pas jeter tout avec l'eau du bain et se dire « Oh non, mais le crowdfunding… » Non, ce n'est pas vrai, au contraire. C'est un super moyen de s'impliquer dans l'habitat, dans le logement, dans la première préoccupation des gens, en fait. Et c'est… Bon, il y a la santé, bien évidemment. Mais voilà, c'est un acte aujourd'hui d'investissement qui a du sens. Et il faut accompagner les opérateurs. Il faut qu'on ait des chefs d'entreprise qui continuent à faire du logement, à développer nos villes, à les rendre meilleurs au niveau énergétique, etc. Il faut qu'on ait tout ça. Si vous ne les soutenez pas, à un moment, on aura une vraie crise. Et là, on va être vraiment embêté quand même. D'autant qu'effectivement, il y a de l'autre côté, on va dire État, loi, aide, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé. Clairement, depuis défiscalisation, c'est fini. Et voilà, il y a même des programmes qui sont arrêtés pour... De Normandie, tout le monde ne va pas en faire. Non, de Normandie, c'est un peu plus complexe. Voilà, le Pinel, effectivement, c'est fini. Donc, oui. Mais ça doit continuer quand même. Mais c'est tout un pan de l'économie qui est fondamental. C'est le premier de nos besoins. Tout à fait. Merci Mathilde pour l'échange. Merci à toi, Julien. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.